వల్లంగి పిట మెల్లగా రమ్మంట చిన్నారి పాప పొన్నారి పాప తోడిండి పొమ్మంట చిరు చిరు మాటలు పలికే వేళ చిలక దిష్టి బుడి బుడి అడుగులు వేసే వేళ హంస దిష్టి జాబిలమ్మల నవ్వే వేళ వెన్నెల దిష్టి. Salut les amis, pour cette première invitation au voyage, je voulais vous parler d'une petite croisière, la croisière Paki. Les croisières Paki, c'était des énormes bateaux où on était invités, donc je pense que c'était que des gens très riches. Pendant une semaine, là c'était en Norvège, c'est des croisières où tout est bien ficelé, c'est-à-dire qu'on arrive, on est reçu comme des rois, on a des petites chambres, le petit déjeuner au lit, il faut marquer sur la porte à quelle heure on nous apporte le petit déj. Ensuite il y a les dîners prévus dans les salons 1, 2, 3, 4, 5, puis suivi du spectacle, après on va au casino, puis à la boîte de nuit, voilà c'est ça la première paquet. En bas c'est les... ils sont même pas payés d'ailleurs, c'est des gens qui viennent d'Asie, femmes de ménage qui dorment dans les cales. Peut-être c'était des mermaids. Et voilà, mais en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est un peu figé, quoi. Même le bateau par exemple, quand il y a des vagues, il ne bouge pas. Voilà. Par exemple, c'est triste. Tu es sur un bateau, tu es sur la mer, mais il ne bouge jamais, il n'y a pas de... Bon, à part si tu t'appelles le Titanic, c'est pas de bol. C'est un genre de Titanic en fait, la croisière Paki. En fait c'est le voyage parfait, carte postale, 5 étoiles, tu as la piscine, tu as le sauna, et tu rencontres personne, pourtant on est quand même hyper nombreux. Et on erre un peu sur ce bateau, alors c'est vrai que c'est magnifique, c'est très beau, etc. Mais très lisse. Un peu comme Truman Show. Il y avait une sorte de vide, aucune rencontre, pas d'émotion, tout est surfait. Quelque chose d'un peu triste aussi, je crois. Alors, la déception d'être passé à côté, oui et non. Oui, parce que j'aurais bien aimé je sais pas, avoir une rencontre un peu particulière. D'ailleurs, j'ai essayé de discuter un peu avec les gens qui faisaient le ménage et tout ça, mais en fait, c'est toujours oui madame, merci madame, et en fait, on ne peut pas avoir contact. Donc, oui, j'ai pas réussi. D'habitude, j'arrive toujours à trouver, à déclencher quelque chose. Là, j'ai pas réussi. Donc, une déception. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'était impossible. Comme si pendant une semaine, il y a eu une sorte de non-vie. À part, quand même, faut dire, j'avais quand même mon cousin super beau avec qui j'ai discuté, donc ça c'était cool. Mais sinon, ouais, une sorte de non-vie, donc une déception d'avoir perdu mon temps, parce que même mes grands-parents, je les ai pas vus, rencontrés, discuter avec eux, j'aurais pu, tu vas me dire, bon, non, parce qu'en fait on est occupé. J'ai l'impression qu'on ne pouvait pas faire autrement que se faire chier. Alors, je pense qu'il aurait fallu pour que la croisière soit réussie, c'est par exemple, je sais pas, qu'on se cogne dans un rocher. Exemple. Un accident de bateau, je sais pas, je tombe sur un amoureux, une aventure, de la peur. Mais je vois même pas ce qui aurait pu se passer. Par exemple, on est perdu quelqu'un au retour, tu vois, de l'expédition, mais il manque quelqu'un. Voilà, un meurtre. Je crois pas. Comme dans les films, tu vois. Ouais, il manquait l'aventure, le petit grain de sel qui fait que tu t'en souviendras toute ta vie, parce que là, la croisière Paki, j'ai rien à raconter en fait. Je me souviens même pas des paysages. J'ai fait un voyage en Inde avec 2 copines où on est parti vraiment sac à dos et on est arrivé à New Delhi sans savoir où on allait. Et là c'était une aventure toutes les 3 minutes. Peur de se faire violer, on avait l'impression d'être suivi parce que les Indiens se ressemblent tous. Donc j'avais toujours l'impression d'être suivi par un Indien, alors pas du tout, ils n'en avaient rien à faire. Perdu, parce que j'ai des sensations de malade, quoi, je veux dire. L'Inde, c'est... oui, mais parce que c'était complètement l'aventure. J'aurais plein d'anecdotes à raconter. Mais après, elles sont un petit peu intimes aussi, je ne peux pas tout raconter. Non, mais par exemple, j'étais dans un petit bar, c'était à Katmandou.
Alors, je sais pas pourquoi j'étais pas avec mes copines, et puis t'as un mec qui arrive et qui me dit ouais, est-ce que tu veux que j'aille te faire visiter un peu les alentours de Katmandou en mobilette. Je suis ah ouais, trop cool, tu vois, il doit être 20h, donc bah, tu vois, tu pars, le mec tu le connais pas, tu vas derrière sa mobilette. Bon, puis là, t'arrives dans un endroit, une sorte alors plus à la campagne quand même, un peu plus paumé, je sais pas trop où t'es. T'amènes dans une sorte de bar, un autre bar, avec des rideaux. Et là, il n'y a personne, sauf le mec qui connaît l'autre, qui t'a amené là. Et là, tu sens que le plan était un peu trop... c'est-à-dire que tu t'assois, il te fait comprendre qu'à côté, il y a une chambre, il commence à te caresser. Donc là, tu dis, oulala, me voilà bien. Et je me suis barrée, quoi. En fait, vite, bon, bah, j'ai eu peur. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai une autre fois aussi, j'étais dans un village, il y avait plein de chiens errants un peu partout. Et d'un coup, j'ai un chien qui aboie et qui s'accroche à mon mollet et qui me mord et il me lâchait plus. Quoi. Oh, putain, j'ai eu peur et tout, j'ai crié, tout ça. Et là, il y a des hindous qui sont venus me voir et me disent ouais, faut faire attention, tous les chiens ils ont la rage. Alors t'imagines le plan, t'as hyper peur. Donc là, avec les Indiens, tu vas sur l'éléphant qui t'amène dans une sorte de petit hôpital. Il faut te faire des injections, 3 injections contre la rage parce qu'on te dit que tu vas avoir la rage. Tu vois, t'imagines. Donc là, pareil, hyper peur. Bon, c'est tout le temps comme ça. C'est systématique. Je peux t'en raconter d'autres. Alors aussi, ce qu'on a fait aussi, on était allé dans une forêt. Dans la forêt, il y avait plusieurs ados qui pouvaient faire des choses extraordinaires. Et il y en avait un qui avait dit qu'il pouvait, avec sa bite, entourer une pierre, mais une grosse pierre, il me l'a montré, il a soulevé avec sa bite. Et là, moi, je dis, ah non, mais moi, j'étais un peu prude, je dis, ah non, moi, je veux pas voir et tout. Et ma copine Gwen a dit, ah si, moi, je trouve ça hyper intéressant, je vois. Donc, il fallait payer. Elle a payé, elle a vu. Et moi, j'ai rien vu. Donc, je sais pas, en fait, s'il a vraiment fait, mais apparemment, oui. Bon, voilà, bon, c'est des trucs. Alors, je me défonçais, donc il y avait des moments aussi où je prenais des bains glacés. Les bains glacés, c'était des yaourts où ils mettaient de l'herbe à l'intérieur. Et après, pendant toute la nuit, c'est sûr que c'est pas sur la croisière paquet que pendant toute la nuit, c'était quand même défoncé. Et en fait, quand tu es dans des pays comme ça, étrangers et tout, tu te fais vraiment des grosses frayeurs. Parce que déjà, tu es la seule fille. En plus, j'avais les cheveux rasés. Je sais pas pourquoi. Et en fait, là-bas, les cheveux rasés, c'est les femmes qui ont perdu leur mari, ou je sais plus, c'est des prostituées, je sais pas quoi. Donc, les mecs pensaient tous que j'étais une prostituée blanche. Donc, dans le train, ils me touchaient les cuisses et tout, bon, bref. Et là, en plus, voilà, des nuits où tu es défoncé dans les rues comme ça, t'as l'impression que tout le monde te suit, c'est un gros délire, quoi. L'Inde, c'est un gros délire. Je considérais déjà le voyage comme un acte performatif, c'est-à-dire que toute expérience était une performance. Et elles étaient souvent réussies. Alors ça devait être des expériences avec la drogue, mais pas que, parce que j'ai pas fait que ça, mais c'était des performances H24, quoi. À chaque moment, il fallait vivre, essayer quelque chose, discuter. C'est assez transcendantal, hein, ce voyage-là. C'est sans doute pour ça que j'ai voulu accoucher à l'île de la Réunion. Donc j'étais à Lyon, donc voilà, j'ai appris que j'étais enceinte et tout ça, et j'ai dit, oh non, pas possible, non, je peux pas rester ici, c'est impossible, je ne veux pas faire une grossesse à Lyon, dans un studio un peu miteux, il faut aller faire une grossesse au soleil, je me voyais déjà, je m'étais projetée, c'est au soleil, à la mer, quelque chose de complètement idyllique, debout. Et voilà, 2 mois après, on est parti sans un sou. Mon objectif, c'était d'accoucher à l'île de la Réunion et de faire toute ma grossesse là-bas. En fait. C'est-à-dire une grossesse au bord de l'eau, au soleil, complètement hors sol, en fait, par rapport à la vie que j'avais à Lyon. Là-bas, notre vie, c'était une vie assez de bohème. Moi, je faisais de la musique, on vendait nos toiles, on était un peu les artistes de l'île de la Réunion. Voilà, une vie très cool, très créole. Alors la vie créole, c'est quoi? C'est tu vas sur la plage faire des pique-niques, tu fais du rougail saucisse, on avait des copains, on allait se balader. Dans les îles, c'est ça, c'est-à-dire que bon, il ne se passe pas grand-chose, mais très paisible. Très exilé aussi, il y avait un petit côté loin de la métropole.
Et j'avais besoin de ça aussi. Pour cette grossesse, j'avais besoin d'être loin, loin, loin. Ça m'a fait du bien. On avait beaucoup de contact avec la population locale, ce qui est rare pour les oreilles. Souvent les oreilles sont entre eux, parce qu'ils sont médecins, etc. Et moi j'étais allée à la mission locale. Donc la mission locale, c'est quand t'as pas de job. Et donc là t'as que des créoles. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me faire des potes. Donc en fait on allait dans les quartiers des créoles. On avait plein de copains avec la musique. Après on faisait quand même notre business aussi avec les oreilles qui aimaient beaucoup les peintures. Donc ça marchait pas mal. On crée des événements, il y avait du monde. On avait même la presse qui venait. Ouais, ça se passait bien, hein. On vendait bien. C'est par thème, ouais, ça se passait très bien. Alors nous on avait un public de oreilles. C'est-à-dire c'est tous les médecins, les profs qui venaient parce qu'ils étaient contents d'avoir un artiste en fait de France. C'est de la peinture très commerciale. Hein. C'était fait un personnage très artiste qui plaisait bien. Et donc voilà, on avait fait notre petit trou et c'était cool. Bah, au niveau artistique, je pense que ouais, on commençait à monter, on commençait à avoir une valeur montante. Si on continuait comme ça, c'était bon pour nous. Et on avait 2 mécènes. On avait Bernadette Prouille, la femme du pharmacien à l'hôpital, et Madame Romanence, qui était conservateur du musée Goliath. Voilà, c'était nos 2 mécènes qui adoraient Arnaud aussi, c'était le poulain de l'île de la Réunion. Très pas surfait, mais un peu quand même. Quoi. Je veux dire, on brossait un personnage comme quoi la nuit il se réveillait pour peindre. Vraiment, tout ce que les gens voulaient entendre, on le disait. C'était pas très vrai, mais très à la mode. C'était une peinture qui reflétait ce que les gens voulaient et étaient. C'était une peinture très facile. On prenait des coupures de journaux, des actualités, on faisait des tranches de vie par exemple, où c'était de l'actualité en peinture, de façon assez réaliste, techniquement très bien faite. C'était vraiment de la peinture facile, mais qui en jetait. Alors pourquoi on n'a pas continué? Parce qu'en fait, donc, on était bien. Et un soir, on avait fait une expo, il y avait pas mal de monde. Et Patricia Scott, qui est venue avec son copain, Patricia Scott, elle avait 50 ans, elle travaillait, je crois, au Monde, elle était critique d'art au Monde, il me semble. Et elle buvait beaucoup. Et on était là, on dînait, on n'était plus que tous les 5, parce qu'il y avait aussi ma soeur, son copain, donc Patricia, Romain, Arnaud et moi. Elle avait bien bu. Et elle nous dit, vers minuit, elle commence à dire à Arnaud, elle dit ouais, vraiment t'es vraiment un artiste de merde, tu touches la gueule du monde avec tes techniques comme ça, mais pourquoi tu fais pas de l'art? Moi je vois vraiment qui tu es, en gros tu nous mens, reviens en France, en Limousin et fais vraiment de l'art, arrête ton cinoche. Et là, on était là sur le cul en se disant mais attends, cette femme, on l'accueille chez nous, on la connaît même pas, elle se permet de dire qui on est, ce qu'on fait, en plus c'est totalement faux. Elle nous a vraiment choqués, mais un peu traumatisés. Et après ça, impossible de se remettre à peindre, un peu effondré, toute cette carte s'est effondrée. Et 3 mois après, on est parti de l'île de la Réunion, on est allé en Limousin. Et là, on s'est retrouvés un peu comme 2 cons à se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait quoi, en tant qu'artiste il va peut-être falloir se mettre à vraiment bosser. On était parti pour un projet performatif, du voyage, de la grossesse, de l'art, etc. Et finalement, par une phrase d'une personne, on est rentré de notre voyage et du coup j'ai découvert la version performative du langage. En réfléchissant, on s'est dit mais comment elle a pu nous dire une chose pareille? Et puis en plus, après cette phrase, rentrer et aller travailler et faites de l'art, on l'a fait. Et on s'est dit mais comment cette femme a pu voir qui on était et nous dire ce qu'on avait à faire et qu'on l'a fait, est-ce qu'elle était c'était prophétique ou c'était simplement une femme qui était raffinée, cultivée, qui a dit ça parce que tous les artistes finalement font la même chose, c'est-à-dire de l'art pour plaire et ne travaillent pas vraiment leur art.
Donc c'était toujours cette question entre une phrase prophétique ou juste une phrase, je dirais, culturelle ou professionnelle en fait, d'une critique d'art. Et en fait, cette phrase qu'elle m'a dit, donc, qui m'a quand même marquée, et ça me refait penser à une phrase qui m'avait aussi beaucoup marquée en Angleterre. Alors j'étais revenue d'Inde, complètement paumée. Je m'étais assise sur un banc et je m'étais retrouvée à côté d'une personne que je connaissais pas, un peu clochard, je me souviens pas trop, mais quelqu'un de la rue qui m'avait dit, dans la vie, il y a juste deux chemins, un à droite, un à gauche, et il suffit d'en choisir un. Et c'est pareil, c'était une sorte de phrase prophétique, alors que ce gars-là, il sortait de nulle part. C'était un clochard, quoi. Et donc je me suis posé la question de ces phrases comme ça qui restent, je pense qu'on en a tous. Et je me dis qu'une phrase prophétique peut venir à la fois d'une personne très cultivée ou d'une personne de la rue, ça n'a rien à voir avec qui est la personne, mais plutôt l'inspiration du moment. Et je suis sûre que ces deux personnes, Patricia Scott et ce clochard, n'ont pas su qu'ils avaient eu un tel impact dans ma vie. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça à un moment donné. Mais eux, je pense qu'ils s'en souviennent même pas, 5 minutes après qu'ils l'aient dit. Merci de m'avoir écouté pour cette aventure mystérieuse et spirituelle. Et artistique. వెన్నెలమ్మల ఎదిగే వేళ దిష్టి చుక్క దిష్టి ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి నా దిష్టి దేవుని దిష్టి ఏ దిష్టి తనకు తగలకుండా నువ్వే చూడాలి వల్లంగి పిట్ట మెల్లగా రమ్మంట మా మంచి పాట సింహాద్రి పాట మనసారా వినమంట తను తీయని పాటే అమ్మ పాడే లాలి.